Regardez l'heure. Il est bientôt minuit. L'heure des sorcières. Nous avons le temps pour une dernière histoire à propos de Sabrina. J'avais déjà une idée dans la tête au moment où j'ai lancé le premier épisode de Sabrina sur Netflix. Cette idée était vraiment bien en place, j'avais déjà quelques notions de ce que j'allais dire dans cette critique et j'étais presque prêt à lancer une ou deux blagues pour me moquer de cette série un petit peu ridicule pour les ados à la recherche d'histoires de sorcières, un petit peu à la façon de l'adaptation cinéma de Ma sorcière bien aimée. Les nouvelles aventures de Sabrina m'ont vraiment déçu. Déçu parce que je suis un petit peu en panne en termes de critiques négatives. Sabrina n'est pas la série de l'année, je vous l'accorde, mais c'est une bonne adaptation de la BD Archie Comics. J'ai passé de très bons moments devant les 10 épisodes de cette première saison. Mis à part un ou deux moments qui m'ont ramené à mes premières idées reçues, mais j'y reviendrai, l'histoire m'a plu, le contenu est bien construit et plutôt bien amené. Et si en plus vous ajoutez à tout ça une petite flopée de références à tout un univers qui a fait ma jeunesse, il en fallait pas beaucoup plus. Bref, générique. Commençons par l'histoire. Sabrina est une jeune fille qui est sur le point de fêter ses 16 ans. Elle est scolarisée dans le lycée de la ville de Greendale et vit avec ses deux tantes, Hilda et Zelda. Elle a perdu ses parents alors qu'elle était toute jeune dans un terrible accident d'avion. La maison des Spellman abrite aussi Ambrose, que Sabrina appelle cousin mais qui ne fait pas vraiment partie de la famille. Sabrina est la fille d'un sorcier et d'une mortelle. Ses tantes sont elles aussi des sorcières et la jeune fille devra faire un choix le jour de son anniversaire entre un avenir de sorcière ou de simple mortelle. Si elle choisit de suivre la route des sorcières, elle devra abandonner tous ses amis du collège de Greendale et surtout son petit ami Harvey. L'histoire du choix entre deux voies est classique dans les histoires de sorcières et un couple avec un simple mortel a déjà été abordé à la télé. Le truc, c'est que les créateurs de la série ont complètement assumé ces références et s'en sont servis pour faire de cette adaptation une véritable mine d'or de références aux films d'horreur historiques ou aux séries références des années 90. Retrouvez dans la bande originale des titres comme I Put a Spell on You, Monster Mash ou Devil Woman de Cliff Richard vous attrape par le cou pour vous mettre dans un petit cocon. Pendant ce temps, à l'image, vous retrouvez une image délibérément floue en arrière-plan pour adoucir le tout. J'avais presque l'impression de me retrouver dans mon canapé de l'époque, face à une télé à tube cathodique et je m'attendais à tout moment à voir arriver Buffy, les sœurs Halliwell ou entendre les premières notes d'une petite scène de comédie musicale à la Rocky Horror Picture Show. Ce n'est pas qu'une question de mise en scène, les histoires sont construites pour nous rappeler celles de l'époque. Un collège qui se trouve au centre d'une petite ville perdue au fin fond des États-Unis, qui se trouve elle-même être le centre d'un passage entre enfer et monde réel. Sabrina est une jeune fille forte avec beaucoup de caractère. Elle est accompagnée de deux amis, un peu à part des canons des élèves américains. Et elle est en couple avec un garçon gentil, mais pas pour autant quarterback de l'établissement. On a tous déjà vu ça et pourtant la mayonnaise prend sans aucun problème. J'ai même trouvé dans le visage de Kiernan Shipka des ressemblances avec Samantha de la série Ma sorcière bien aimée. Et je m'attendais presque à voir son bout de nez bouger à tout moment. Je sais que c'est tiré par les cheveux, mais j'avais que ça en tête pendant le premier épisode. Évacuons ça tout de suite, je sais que ça ne touchera que les fans de Doctor Who, mais c'était un plaisir de retrouver Michelle Gomez dans un rôle de personnage machiavélique. Elle est tordue et sexy, sans vraiment être la plus belle femme du monde. Son comportement et son jeu la rendent inquiétante mais séduisante en même temps. Michelle Gomez est le maître des enfers, rien à dire. Maintenant qu'on a parlé de l'habillage, on peut en venir au contenu. L'univers des sorcières Archie Comics est bien documenté. Il y a dans Sabrina de nombreuses références historiques qui donnent de la densité au scénario. La série s'appuie sur la Wicca, et plus précisément la Wicca luciférienne, qui est un mouvement religieux qui a été créé en France à la fin des années 70. Les membres de la Wicca sont des sorciers ou des sorcières qui ont décidé de choisir la connaissance, qui est symbolisée par le mythe de la pomme dans la Bible chrétienne. Wizard, d'ailleurs en anglais, veut dire celui qui sait au sens étymologique. C'est un choix symbolique qui oblige les jeunes à l'âge de 16 ans à choisir entre une vie normale de mortel dans la ligne de la Bible chrétienne ou une vie de magie immortelle en choisissant le côté obscur de Satan. On retrouve bien sûr des principes du satanisme et de quelques sectes bien installées aux États-Unis. Maintenant que le petit cours d'histoire est terminé, on peut en venir à l'histoire de cette saison 1 de Sabrina. Le scénario est bien amené et petit à petit, on entre dans le monde bien fermé et bien compliqué de Greendale. On sait aussi rapidement que la ville est voisine de Riverdale parce que certains personnages n'hésitent pas à nous le rappeler. Des petites touches de rappel, histoire de bien nous préparer à ce crossover que le showrunner Roberto Aguirre Sacasa avait rapidement écarté à l'annonce de la série, mais qui paraît aujourd'hui tout simplement inévitable. Mais Greendale ne se limite pas à son lien avec Riverdale ou à cette histoire de sorcière bien cachée du reste de la population. Greendale est aussi une ville bien classique des États-Unis et ça permet à la série d'aborder des problèmes bien classiques des petites villes des États-Unis. Chaque épisode abordera un sujet de la société américaine avec la discrimination raciale, l'homophobie, le harcèlement, le puritanisme ou les violences familiales. Netflix a bien choisi sa période pour sortir les nouvelles aventures de Sabrina. À côté de Hill House, la série d'Archie Comics est la petite série d'horreur que quasiment toute la famille peut regarder. Il y a quelques scènes qui sont peut-être à déconseiller aux plus jeunes, je dirais vraiment 2 scènes qui sont un peu limites, mais tout le reste n'est ni trop violent ni trop choquant. À voir les règles de la télévision d'aujourd'hui, la barrière est dépassée un bon paquet de fois. Mais si on reprend les bases de ce qui était diffusé à l'époque de Buffy ou de Charmed, il n'y a rien de vraiment choquant.
J'ai regardé il y a pas si longtemps que ça les Chevaliers du Zodiaque avec mon fils et Seyar coupe une oreille à un ennemi dès le premier épisode. Pensez vraiment que ça pourrait être diffusé le mercredi matin sur TF1 aujourd'hui? Des chaînes payantes comme Netflix ne sont pas touchées par les mêmes barrières que les séries généralistes. À croire qu'on redonne un peu de responsabilité aux parents aujourd'hui. Après, comme je disais au début, Sabrina est une bonne série, mais c'est pas non plus la série de l'année. Elle retombe à certains moments dans les travers de sa cousine Riverdale, et je l'ai vraiment ressenti à partir du 4e épisode. En fait, cette petite musique s'installe au moment où les personnages secondaires sont mis en avant. Je ne peux pas reprocher à la série de donner du fond à chaque personnage, mais ils introduisent des problèmes qui sont pour la plupart des problèmes de séries du type de Riverdale. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde quand je vois le succès de la série, mais c'est de ce côté que Sabrina me perd. J'ai pas envie de voir des histoires d'amour entre sorciers et sorcières adolescents. Et certainement pas des histoires de trahison amoureuse entre leurs parents. Justement, j'ai pas parlé des parents. Lucy Davis, qui jouait Etta dans Wonder Woman, rejoue dans la série exactement le même personnage. Je trouve que ça lui enlève de l'intérêt et la transforme en bouffon qui ne sert qu'à amener une petite touche comique à son duo avec Miranda Otto qui incarne la tante Zelda. Pour moi, Miranda Otto a vraiment explosé dans la saison 5 d'Homeland où elle joue une femme aussi froide que Terminator. Dans la série de Netflix, Tante Zelda est une femme froide, avec des certitudes et une maîtrise de la torture psychologique qui la ramène presque au niveau de Michelle Gomez. Le duo des tantes Spellman fonctionne pas trop mal, mais je pense qu'un petit rééquilibrage du personnage d'Hilda serait nécessaire. Pour le reste du casting, Ambrose est un petit peu en retrait, mais il a un potentiel assez intéressant, sachant tout ce qu'on apprend sur son passé durant toute la saison. Pour les autres par contre, j'attends de voir la suite, mais j'ai peur qu'on tombe tout simplement dans un bon vieux lot de stéréotypes un petit peu tristounet. Harvey, le gentil garçon de service qui est un peu paumé, et la relation qu'il a avec Sabrina sera à mon avis l'amour impossible à la manière des super-héros de comics. Et pour les deux amis de Sabrina, Rose et Suzy sont deux clichés qui restent bien trop en retrait pour l'instant. J'espère que la série leur donnera un peu plus de densité parce que même les rebondissements qui les concernent sont tellement prévisibles que ça en devient vraiment triste. Pour finir, et parce que je vais terminer sur du positif, je ne peux pas mettre de côté le personnage de Prudence. Elle est jouée par Tati Gabrielle, qu'on a déjà vu dans The 100, où elle joue la gardienne de la flamme. Et dans Sabrina, en plus d'être incroyablement sexy, son personnage annonce des scènes d'anthologie, que ce soit face à Sabrina comme à ses côtés. Et la référence du trio des Sœurs du Destin au pouvoir des Trois de Charmed est un moment assez sympathique de la série. Pour conclure, ne vous attendez pas à voir le renouveau des histoires de sorciers capables de détrôner Harry Potter dans le cœur des fans, mais j'ai regardé cette série comme une petite mine d'or de référence à tout un tas de films ou de séries qui ont construit ma culture. Que ce soit Buffy, L'Exorciste, Hellraiser ou même Charmed, on tape dans toutes les directions en touchant des points qui sont à l'opposé les uns des autres, mais si on les met ensemble, ça fait un mélange plutôt amusant dans un univers un peu dark, même si c'est pas vraiment choquant ou flippant. J'ai passé un bon moment et je suis impatient de découvrir la saison 2 qui a déjà été annoncée. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, vous connaissez la petite rengaine que vous entendez un peu partout sur YouTube. Abonnement, cloche, pouce bleu et commentaires pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord. Je dirais même surtout si vous n'êtes pas d'accord, j'adore échanger dans les commentaires. J'ai mis en place dans la vidéo précédente un système de vote et cette fois vous aurez le choix entre un top des plus gros méchants des séries dans l'histoire ou le top des séries françaises. Merci de me suivre, on atteint bientôt les 4000 abonnés. Je trouve ça hallucinant en repensant à mon rêve d'atteindre les 500 au départ. Mais n'hésitez pas à parler autour de vous si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.